nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi le nyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi le nyama ithengwa nguwe ithengwa ngubaba. International, from Algeria to Orlando, you know how to do. مرحبا وهي احبابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا 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 وهي اصحابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا مرحبا بضيافنا مرحبا مرحبا بحبابنا مرحبا حلوا البيبان حلوا البيبان مرحبا. دغري ونهار التندام دغري والدك التلام أفريقيا سنتا ترهام أفريقيا سنتا ترهام دغري ونهار التندام دغري والدك التلام أفريقيا سنتا ترهام أفريقيا سنتا ترهام إيدي سرام إدمشلان أيتمار التندام إيدي سرام إدمشلان أيتمار التندام إيدي سرام إدمشلان أيتمار Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir en direct sur Canal Algérie pour votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 16e numéro de la saison, bien évidemment, une émission numéro consacrée exclusivement au CHAN qui se tient en Algérie depuis le 13 janvier prochain jusqu'au 4 février. On reviendra sur la belle qualification des Verts. C'était avant-hier face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ce fut dur, mais l'essentiel est là avec cette qualification, je le disais, pour les demi-finales. On aura donc, on écoutera notamment Majid Bouguera qui revient sur cette belle qualification. On fera le point sur la préparation des Verts à J-2 de ce match face au Niger, puisque ça sera le Niger, le futur adversaire des Verts pour ces demi-finales. Donc avec Abdellaoui, le capitaine
de cette équipe algérienne qui va s'exprimer, qui nous fera le point justement à son tour. On parlera aussi des conditions, en tout cas exceptionnelles de ce CHAN, l'organisation parfaite, en tout cas, notamment du côté de Annaba et Constantine, puisque c'est la fin pour eux, en tout cas pour ce CHAN. Les derniers matchs se sont joués avec les quarts de finale. On aura donc un résumé complet sur l'organisation dans ces deux villes avec Smaïl Benqaïdia et pas mal d'autres sujets. Bien évidemment, on évoquera aussi la deuxième demi-finale qui opposera l'équipe surprise de ce CHAN là aussi, le Madagascar, qui fait forte impression, qui affrontera donc le Sénégal. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau deux invités que nous respectons énormément et nous saluons en tout cas au passage et on les remercie pour leur présence avec nous. Je commence avec notre ami Rachid Oukali, au four et au moulin depuis pas mal de temps et encore plus durant ce CHAN. Bonsoir Rachid, merci d'être avec nous une nouvelle fois en tout cas. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos téléspectateurs. Merci Rachid. De l'autre côté donc, de la table, on retrouve là aussi un autre haut responsable, devrais-je dire, le président du comité d'organisation, pas du CHAN, puisque nous avons avec nous le jeune et sympathique Rachid, mais de l'ancienne génération, celle qui a contribué notamment au premier sacre africain de l'équipe nationale et à la belle organisation de la CAN 1990. J'ai nommé Ammar Azzouz. Ammar, bonsoir. Bonsoir. Et merci de m'avoir invité. Ah, c'est un plaisir. Merci d'être avec nous. Voilà, moi aussi. On reviendra un peu en arrière. 33 ans. C'est 33 ça, ans, voilà. Merci. Fait date. Merci, monsieur Azzouz. Donc, et pour finir, nos deux consultants, Abdenor Kawa. Abdenor, bonsoir. Bonsoir Saïd. Et puis c'est vraiment un grand plaisir de retrouver Ammar Azzouz que je n'ai pas vu depuis une éternité, qui est un très très vieil ami. On est là pour et regrouper c'est bien, tout le monde. et c'est bien d'avoir l'ancienne génération et la nouvelle génération. On va parler justement de cette... Et on va saluer justement... Le passage de témoin. Exact. Parfaitement. Et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Merci Abdenor. Ahmed Laribi, bonsoir. Bonsoir Saïd, ravi de pouvoir vous accompagner et malgré ce froid de canard, on est bien au chaud. Ah, il fait froid, c'est vrai que bon, il fait moins froid que la semaine dernière, ça va. Et je pense que Rachid va nous parler du froid de Annaba et Constantine, ça n'a rien à voir avec celui de la Cacto. Plutôt, oui. Voilà. Non, les deux, que ce soit Annaba ou bien Constantine. D'ailleurs, nos invités, ils ne sont pas habitués à ce genre de température, mais c'était vraiment exceptionnel. On a vu les 4 saisons lors de ce CHAN. De ce CHAN dans une période courte. Et c'est vraiment exceptionnel. Et c'est bien pour l'image du pays, la promotion, en tout cas, de ce beau pays qui est l'Algérie, en tout cas, de montrer. En tout cas, on a eu, comme vous l'avez dit, en début de tournoi, il faisait un peu chaud, puis c'était le printemps, l'hiver qui s'est installé avec cette neige, qui a profité aux nombreuses délégations africaines qui étaient là. Il y en a qui sont partis, donc, qui étaient là, qui ont pu profiter de ce beau paysage ici en Algérie. On va commencer donc notre émission avec du football, bien évidemment, avant de passer au volet organisationnel. Avec cette victoire donc, de l'équipe nationale, c'était vendredi soir au stade Nelson Mandela de Berari, victoire au forceps, 1-0. Ce but intervenu en toute fin de match, ça a été dur. Abdenor Kawa face à cette équipe ivoirienne, on le savait en tout cas avant même le coup d'envoi de ce match, et ça s'est vérifié tout au long de la partie. Bien sûr, c'était un quart de finale très disputé. On a vu vraiment un autre visage de la Côte d'Ivoire pendant ce match-là, un visage qui était tout à fait différent des matchs de poule. Mais victoire, vous l'avez dit, victoire au forceps, victoire à l'arraché, mais victoire quand même. D'aucuns diront que l'équipe nationale manque... Mais le plus important, quand on joue un tournoi, et d'ailleurs dans tous les matchs, que ce soit au niveau équipe ou équipe nationale, le plus important, c'est de ramener les 3 points, de pouvoir se hisser également à la demi-finale et pourquoi pas, j'anticipe, pourquoi pas la finale et remporter cette coupe. De toutes les façons, depuis le début de ce championnat, l'équipe nationale est en progression. Si on doit la comparer par rapport au premier match contre la Libye et le dernier match livré contre la Côte d'Ivoire, il y a eu une progression. Il y a une amélioration. Donc. On reste toujours un peu dans l'alternative de scorer, mais je pense que là, ça va se décanter, puis on va pouvoir
Inch'Allah, après-demain. On va aborder dans quelques instants justement ce match face au Niger. Là aussi, belle surprise de ce Chan avec cette qualification historique du Niger qui bat notamment les Black Galaxies, à savoir le Ghana. On va écouter Medjid Bouguera qui, après le match, a fait son analyse de la partie, de la prestation de ses joueurs, et notamment quand on lui pose la question est-ce que c'est un match référence pour les Verts, lui qui disait avant le match que ça manquait de match référence pour l'équipe nationale. On va l'écouter et on revient au débat. C'est quelqu'un sur les pénaltys qui a sa technique. Ça marche. Après, c'est vrai que quand il lâche, je suis confiant. Mais voilà, mais c'est le scénario, j'aime bien le scénario. Tout le monde souffre, les deux équipes ont souffert. Tu marques comme ça à la dernière minute sur un penalty. Ça peut être le match référence dont tu parlais. Bah écoute, le problème c'est qu'on a joué à 10. Le problème de jouer à 10, c'est un match référence si on joue à 10 dans l'état d'esprit. Mais voilà, mais les 15 premières minutes, c'est notre petite référence entre guillemets. C'est notre petite référence, on était bien. Et je pense qu'on aurait été encore meilleur. Ahmed Laribi, vous venez d'écouter Medjid Bouguera, il dit que avec ce carton rouge qui a un petit peu chamboulé ses plans, en tout cas jusqu'à la 20e minute, il pense en tout cas que c'est un match référence pour l'équipe nationale face à une solide équipe ivoirienne. Ah oui, il a raison de parler comme ça, parce qu'il dit qu'on a souffert, et puis il y a eu l'expulsion du gardien de but de Guendouzi, et puis par la suite... J'avais tendance à l'appeler Guendouzi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a le joueur de Marseille. Oui, je disais tout simplement que ce match, pour moi, était vraiment très compliqué, d'abord dans son contenu de jeu, et puis si on doit parler de la Côte d'Ivoire, avant le penalty accordé à l'Algérie, il y a eu une action offensive de la Côte d'Ivoire, ils ont failli marquer le but, heureusement que ça a été sauvé. Charles, il est bien sorti. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette équipe algérienne avance doucement mais sûrement. Il y a 4 victoires consécutives. C'est vrai qu'on marque sur balle arrêtée, mais il ne faut pas oublier que cette équipe n'a pas encore encaissé le moindre but. Ça, c'est intéressant. Ça prouve que nous avons une assise défensive formidable. Et puis, il est à son 3e match où il a utilisé le 3-5-2. Bon, je pense que les 3 défenseurs qui jouent actuellement, ils touchent énormément de ballons derrière avant de donner sur Belkhiter à droite ou l'Aouafi côté gauche. Quoique Belkhiter, il a fait un excellent match contre la Côte d'Ivoire. Vous m'avez tendu la perche notamment sur le dispositif tactique. Justement, j'ai posé la question à Medjid Bouguera. À un moment donné, vers la fin du match, on sentait que la décision pouvait venir, en tout cas, de part et d'autre. Même la Côte d'Ivoire aurait pu marquer, vous l'avez souligné, Ahmed Laribi. Est-ce qu'il fallait faire des changements pendant le match, notamment après l'expulsion, là aussi, du joueur ivoirien? On écoute Medjid Bouguera. C'est des moments difficiles pour le coach. C'est que de la réflexion. J'ai la chance d'avoir un staff élargi qui analyse en même temps. Je revenais sur le banc, on parlait. Voilà, il y avait l'opportunité de revenir en 4-4-1. Voilà, bien fermer les espaces, avoir des ailiers parce qu'ils sont en 4-3-2-1. Donc ils avaient libéré, ils n'avaient que le latéral sur les côtés. Donc tu avais cette opportunité-là, mais par contre, au milieu de terrain, ils avaient peut-être une supériorité numérique. Ils étaient à 3+2 à l'intérieur, donc dans les décrochages, etc. On a décidé de rester dans ce système-là. Parce que sur les côtés, il y avait le boulevard, il n'y avait que leurs latéraux. Et nous, notre force, justement, c'était le 5e qui montait haut. Et c'était nos stratégies au début de match. Et d'ailleurs, quand on était à 11, on l'a très bien fait. Donc au fur et à mesure, voilà. Et en termes de changement, en fait, vu que les joueurs étaient dans une dynamique, dans cette mentale de guerrier, et où qu'ils avaient tous, voilà, ils avaient tous ce repère, remettre un joueur comme ça dans ce système-là, ça allait prendre du temps pour qu'il soit là. Et voilà, Mahiouz, d'habitude, c'est le premier changement. Donc on l'a gardé jusqu'au bout et alhamdoulilah, ça a marché. Il a obtenu penalty, il a marqué, donc ça ne joue à rien. Ça ne veut pas dire que demain, ça sera la même chose. Justement, à un moment donné, on ne va pas parler de critiques, mais en tout cas, certains attendaient des changements, notamment en deuxième mi-temps. Une fois n'est pas coutume, Medjid Bouguera a choisi de maintenir le même 11 quasiment, hormis évidemment le changement de Chaal qui a remplacé Rentoussi suite à l'expulsion de Guendouzi. Mais Medjid a préféré rester avec la même équipe jusqu'au coup de sifflet final. Il le dit, très souvent c'est Mahiouz qui cède sa place en premier pour sans doute Aribi. Cette fois-ci, il l'a maintenu jusqu'au bout. Il y a eu ce but sur penalty. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse ? Bien sûr, puisque le résultat final, c'est que c'est Mahiouz qui a c'est vrai que le résultat l'aide. Non, mais il faut dire aussi que quand on met un dispositif en place et puis qu'on a une expulsion, qu'on se retrouve à 10,
il y a d'abord beaucoup plus d'espace à couvrir. Donc il y a automatiquement beaucoup plus de courses. Donc, le dispositif qu'il avait mis en place, c'est vrai, il avait dit qu'il allait passer en 4-4-1, etc. Il avait changé à un moment donné. Il est resté avec les 3 défenseurs centraux. L'essentiel, moi je pense que l'essentiel pour Majid et son staff, c'était de ne pas encaisser. Maintenant, pour marquer, on attendait le moment. C'est venu dans les temps morts à la dernière minute. Et tant mieux pour nous. Si on serait arrivé aux prolongations, ça aurait été peut-être autre chose. Mais malgré les 5 changements, vous pensez que changer pour changer, ça ne sert à rien? Absolument, quand on doit changer, vous savez, il y a certains changements qui peuvent apporter un plus. Quand on revoit un peu le match de la Côte d'Ivoire, pratiquement tous les joueurs étaient en place et tous les joueurs se sont donnés à fond. Il y a une chose qu'il faut souligner également, c'est qu'il n'y a pas de tricherie. On est en train de voir ces joueurs se donner à fond. Il y a une générosité dans l'effort. Comparativement, c'est à peu près la même chose qu'avec les A. Et pendant 90 minutes, ils sont au combat, ils ne lâchent rien. Et c'est un peu cette force. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est bien entendu d'avoir des buteurs. Monsieur Amarazeuz, justement, comment avez-vous vécu cette qualification des Verts? Ça a été pénible, en tout cas. Pénible pour moi. J'ai même dû fermer la télévision, j'ai zappé. Parce que réellement, je commençais à trembler. Stressé. Non, je voyais l'équipe ivoirienne bien en forme, etc. Je craignais vraiment pour notre équipe. Alors, j'ai préféré éteindre la télévision. Je me suis revenu quand j'ai entendu parler du penalty. Là, vous avez... vous étiez soulagé par la suite. Soulagé. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé en 1990, la demi-finale entre le Sénégal et l'Algérie. Le Sénégal était vraiment en force, il était plein d'allant, etc. Et il venait d'égaliser. Je me suis évanoui au stade du Saint-Jules. On m'a emmené au bureau. Et je ne suis revenu que lorsque j'ai appris que l'Algérie avait encore marqué un but. C'est vrai que c'est difficile. C'est stressant les matchs de football. Donc en plus, là, j'imagine avec les demi-finales. Quand tu as 80 000 spectateurs qui sont là et qui attendent de bons résultats. En tant que responsable, c'est encore. C'est vrai. 80 000 spectateurs. Vous avez, Abdelnour, parlé justement en parlant des changements tactiques là aussi. Et le coach Majid Bouguera a souligné que cette équipe ivoirienne avait pris, en tout cas, le monopole du milieu du terrain. En tout cas, il l'a bien souligné. Et quand on lui pose la question, notamment sur le choix de Mélisek, qui était, en tout cas, il n'a pas fait son meilleur match, en tout cas, notamment en première mi-temps. On va l'écouter, Majid Bouguera, qui explique justement pourquoi il a pris la décision de maintenir Mélisek en tant que titulaire jusqu'à la fin. Et il encense au passage Daraoui. On l'écoute. Non, fallait surtout pas le changer. Certes, c'est vrai dans l'animation, il a perdu des passes, mais dans l'ensemble, il a été énorme. Parce que Draoui et Mélisek, c'est 2 joueurs qui te font 13-14 km. Et heureusement que ces deux-là étaient là pour couvrir les espaces sur les côtés, à venir sur le deuxième ballon là. Donc, ils ont été extraordinaires. Et surtout, Draoui, vous l'avez vu, il était là, plus il était dans la profondeur, dans les appels derrière le dos, entre le latéral et le central. Donc non, eux, justement, c'était l'équilibre. Fallait pas les toucher. Après, tu as Mezien qui est venu aider un peu parce qu'il devait rester sur le capitaine. Donc en fait, ils étaient en deuxième mi-temps, ils étaient avec 2-6, 1-10. Donc Mélisek qui restait sur le 10 et Mezien qui devait fermer sur un des 6 avec Draoui. Donc on a fermé le milieu de terrain, mais c'est vrai que dans la possession, c'était voulu de les laisser un peu comme ça et de partir sur les côtés rapidement. Ahmed, on va dire que l'expulsion de Guendouzi a complètement chamboulé les plans de Majid Bouguera. Ça l'a amené à faire sortir Guendouzi. Ça reste une pièce maîtresse dans cette équipe. Notamment, ça a permis à cette équipe ivoirienne de prendre le dessus, notamment sur le milieu du terrain des Verts. Et on l'a écouté, Majid Bouguera, qui encense notamment Mélisek et Daraoui, malgré que Mélisek a été fautif notamment en première mi-temps sur quelques passes ratées notamment. Ah oui, je viens d'entendre Bougui, il a fait une très belle analyse technico-tactique en disant que Mélisek et Draoui, ce sont 2 joueurs, ce sont d'abord 2 relayeurs
ils sont très endurants. Et puis, ils jouent ensemble au CAB, ils se connaissent bien, il y a une certaine, très complémentaire. Si vous voulez, cohésion entre eux. Et puis, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on change. Quand on change, c'est selon un besoin, c'est pour changer un peu la configuration du match, mais tant que ça marche pour l'entraîneur. Pourquoi on change, Ahmed? Moi, j'ai posé la question à Majid, parce que lui-même nous disait qu'il y avait un déséquilibre au milieu, que cette équipe ivoirienne avait pris le dessus. Ma question était un petit peu logique en disant, pourquoi n'avoir pas injecter un joueur ou sortir par exemple Melizek qui peut-être était fatigué, et on l'a écouté dans sa réponse. Oui, moi je vais parler du changement. Celui qui est sorti, c'est Kendousi, c'est ça? C'est un changement tactique. Mais voilà. Kendousi, depuis son apparition en sélection, depuis le début de ce CHAN, il est un peu timoré, c'est plus le même Kendousi qu'on a vu. Voilà. D'ailleurs, je pense que Bouguera a bien fait de faire sortir Kendousi, parce qu'il a préparé un petit peu l'avenir de cette équipe. Et puis, en parlant de Mziane, j'ai encore trouvé un petit peu timoré. Heureusement que Merius était présent. Et puis, j'ai bien apprécié la dernière passe de Lawafi sur la dernière passe qui ramène le penalty. Et c'était vraiment très intelligent de la part de Lawafi. Rachid, vous étiez présent au stade ce jour-là, au stade Barraqi. Vous avez fait tous les matchs, pratiquement. Ouais, on a raté, les matchs qui deux matchs parce qu'ils se jouaient en même temps, c'est voilà, ça. Mais sinon... justement, sur l'ambiance qui régnait au stade Barraqi, avec ce pénalty sifflé en toute fin de match, c'est vrai que c'est devenu n'importe quoi à un moment donné, entre les supporters, cette euphorie, même les joueurs. On l'a vu, Majid Bouguera, qui parlait aux joueurs de rester calmes, zen, parce qu'il n'y avait pas le but encore. Parlez-nous de l'ambiance. Exactement. Bon, l'ambiance était exceptionnelle. D'ailleurs, vous avez sauté de joie un peu partout. Vous étiez comme en tant que responsable. Donc on était un peu gênés parce qu'on était dans la loge présidentielle avec même nos adversaires et aussi qu'il y avait les responsables de la Confédération africaine. Il y avait le président de la CAF et ses vice-présidents, et aussi le président et l'ambassadeur de l'équipe adverse. Donc c'était un peu compliqué, mais quand même, on ne pouvait pas ne pas célébrer un but pour notre équipe nationale. C'était et puis on souhaite... Tous les accords en Algérie ont sauté de joie. C'est normal. Donc, et on souhaite, d'ailleurs on l'a fait même sur place, beaucoup de chance à l'avenir pour l'équipe du Côte d'Ivoire, qui était vraiment exceptionnelle. Oui, c'est vrai que ça reste n'a pas été facile. C'est vrai, ils ont une très bonne équipe. Très très bien. Là, j'ai posé une autre question à Majid Bouguera sur notamment sa récente déclaration en conférence de presse. Oui, c'est vrai que Majid Bouguera, depuis son intronisation à la tête de cette équipe, et encore plus durant ce CHAN, défend bec et ongle ses joueurs. Et c'est tout à son honneur. Mais lorsqu'il dit, Majid Bouguera, que je suis un petit entraîneur, vous pouvez m'attaquer, moi je ne suis pas d'accord avec lui qui a déjà remporté un trophée, à savoir la Coupe arabe. Je lui pose la question, est-ce que c'est une stratégie de communication? Est-ce que réellement Majid Bouguera est un petit entraîneur? Je vais vous donner la parole à Abdelno dans quelques instants, après l'avoir écouté Majid. Voilà. Non, c'est sincère. C'est sincère. De toute façon, si il y a des bons résultats, automatiquement, le staff technique, il y aura toujours des choses positives, mais moi, je veux les mettre en valeur parce que c'est eux les acteurs. Quand tu dis que tu es un petit entraîneur... Oui, je suis un petit entraîneur, oui. Entraîneur, tu as déjà un trophée... Non, dans le sens où j'ai que 6 ans d'expérience. Et dans le football, il y a de 10, 15 ans, donc... Écoutez, c'est pour ça que je dis toujours le football, il faut le respecter. Il faut toujours avoir de l'humilité. Voilà, demain, tu peux être bon, tu peux être pas bon, toujours être dans cette... voilà, nous, en fait, on est concentré que par le travail. Depuis le début, vous nous voyez. Voilà, on n'est pas là à s'exposer médiatiquement à la Coupe arabe. On a disparu des radars. Donc, nous, on aime le terrain. Mais je mets vraiment en avant mes joueurs parce que c'est eux la clé. Après, nous, ça vient automatiquement. Vous connaissez très très bien Majid Bouguera, vous l'avez côtoyé en sélection nationale. On le disait la semaine dernière, moi-même je le disais, je ne reconnais plus Majid Bouguera, puisque très souvent lui qui accepte les critiques, là on le sent en tout cas, il défend en tout cas, et il a raison, il défend son groupe à 1000%, et il dit vous pouvez m'attaquer, il dit même que je suis un petit entraîneur, vous pouvez m'attaquer. Comment vous expliquez un petit peu sa déclaration? Quand on revoit un peu cette déclaration, c'est vrai qu'il dit à un moment donné, je suis un petit entraîneur. J'ai que 6 ans d'expérience. Voilà. Donc ça voulait dire certainement,
je suis encore un jeune entraîneur, voilà, pas petit entraîneur. Exactement, c'est ce que je voulais. C'est un peu, voilà, il s'est peut-être trompé en disant petit, c'est-à-dire je suis encore tout jeune. Et bon, l'avantage, c'est qu'il a pu faire la transition très rapidement, de fin de carrière à entraîneur. Et il a entraîné. Il est modeste aussi, Majid. La modestie, il a toujours été modeste. Exact. Et puis moi, je pense que depuis une année et demie qu'il est à la tête de cette équipe, et pendant cette année et demie, il y a eu la Coupe arabe des Nations, d'ailleurs qu'il a remporté brillamment, bon, même s'il y avait des joueurs de l'équipe A. Il fallait la remporter. Absolument. Même les autres adversaires avaient leur équipe première. Non, mais ce que je voulais dire par là, aujourd'hui, on a vu pour la Coupe arabe, ce sont des joueurs qui jouaient dans les pays arabes éventuellement, etc. Il y a un projet qui a été lancé pour cette Coupe d'Afrique des joueurs locaux, que tous les joueurs qui jouent dans les championnats africains hors de leur pays, par exemple un Ghanéen qui joue en Tunisie ou en Égypte, peut éventuellement participer à la future. Ça, on va en parler tout à l'heure. Ça serait bien. Absolument, ça élèverait énormément de niveau. Donc voilà, pour revenir à Majid, je crois qu'il a dit petit en voulant dire jeune. Jeune, exactement. On va écouter la dernière déclaration de Majid Bouguerra. Majid Bouguerra qui a reçu, je ne vais pas dire une visite, mais dans ce stade de Barraqi vendredi dernier, dans les tribunes, il y avait la maman de Majid. Et c'est la première fois que la maman de Majid Bouguerra débarque dans un stade pour suivre justement les... C'est ça, moi j'étais surpris à un moment donné. Je pensais notamment à l'étranger quand il évoluait au Glasgow Rangers, qu'elle allait le suivre sur le terrain, au stade, pardon. Mais au Coupe du Monde avec l'équipe nationale. La Coupe du Monde, effectivement. Peut-être qu'elle a eu peur quand notre ami M. Ammar Azouz, peut-être qu'elle panique à un moment donné, elle peut stresser. On l'écoute justement, Majid Bouguerra, ému justement de voir sa maman dans les tribunes. Ouais, alhamdoulilah. C'est la première fois où on met Jet fait un stade, même quand elle est joueur, elle n'est jamais venue me voir jouer. Et là, c'était l'occasion pour elle, surtout dans ce magnifique stade, de Forage l'équipe nationale ou Forage Woulido. Ouais, j'étais très content. En plus, supplémentaire? Non, pas pression, parce que quoi qu'il en soit, c'était plus pour lui faire plaisir. Voilà, on veut garder des bons souvenirs à les parents, à Walidine. Voilà, mon père, il était très fatigué. Là, il a Annaba, il ne peut pas venir. J'ai eu l'opportunité de le ramener à Annaba. Et voilà, il y a Tom Sahal, la Abin, c'est... Même quand il parle de sa maman et de ses parents, il n'oublie pas de saluer une nouvelle fois les joueurs. C'est important, M. Ammar Azouz, d'avoir les membres de sa famille venir au stade, soutenir leurs enfants. C'est toujours encourageant d'avoir la présence de ses proches. Avec les nouveaux stades, là aussi, il y a des femmes de joueurs qui se déplacent aussi au stade pour soutenir on arrive là, justement. C'est vraiment encourageant de se sentir soutenu, de se sentir, disons, encouragé. Voilà. C'est vrai que même les mamans des joueurs, Belkhiter, j'ai vu Kedet sont venus au stade, et après la fin du match, tous les joueurs sont partis embrasser leur maman, et ça c'est bien pour l'image notamment du pays. C'est bien, c'est très important. Vous savez, une maman restera toujours une maman parce qu'elle vous a fait grandir, elle vous a bercé lorsque vous êtes petit, et puis elle vient voir son fils qui a grandi, qui est devenu le résultat de son éducation. Il parle de Baraka, j'espère que la Baraka va rester jusqu'à la finale. On va l'emporter, Inch'Allah. Et vous savez qui est ma plus grande fan, moi? C'est ma maman qui me suit chaque dimanche soir. Et je salue au passage ma mère. On la salue. Voilà, je veux rapidement rebondir sur ce que disait tout à l'heure Bouguerra. Et il parle de protection des joueurs. Vous savez, je pense que dans le fond, c'est une ruse parce qu'à un moment donné, les joueurs, ils vont vous rendre la monnaie. Ah oui, c'est ça. Parce qu'ils se donnent à fond pour lui. Quand les joueurs sentent que vous êtes... ils sont protégés par l'entraîneur, eh ben, ils vont faire des sacrifices, ils vont se donner à fond. Très très bien. À présent, on va écouter les supporters qui étaient présents dans ce stade Nelson Mandela de Barraqi. Très heureux, eux aussi, après cette belle qualification aux demi-finales. On les écoute. Alhamdoulilah, on a gagné ce soir. On espère remporter le titre. C'était un match très difficile. Le public était génial. Merci à Bouguerra et aux joueurs qui ont fait le job.
وان شاء الله لا كوب لينا وتحيه الجزائر. C'est la première fois que j'assiste à un match au stade. C'est vraiment magnifique. Espérons qu'ils resteront sur cette lancée. ورانا ملاح وتحية الجزائر. الحمد لله اليوم ربحنا منتخب كوت ديفوار ولعقب الله كوب دافريك 1 2 3 فال الجيري. الله نجوز الله فينال ونربحوا 1 2 3 في فال الجيري. كاليفينا ان شاء الله دومي فينال لا فينال. On espère aller jusqu'en finale. Je remercie l'État algérien et notre magnifique public qui est ici depuis 13 heures. وان شاء الله ندوها كوب دافريك خويا. وان شاء الله ندوها كوب دافريك. C'était une belle rencontre, les joueurs étaient à la hauteur et le public a créé une très bonne ambiance. Bonne chance à notre équipe. Merci aux joueurs pour les efforts fournis. Très très belles images en tout cas. C'est bien de voir des familles venir au stade, des enfants. On l'a vu avec la jeune Nihal, là aussi la petite Nihal plutôt de 7 ans qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Et la CAF l'a invité justement. Parlez-nous d'elle justement, Rachid Doukeli. Moi, je vais être sincère avec vous, j'ai vu la vidéo 1 milliard de fois. C'était tellement touchant, la façon comment elle dansait. Et c'est bien que la CAF ait pensé à elle. Elle l'a invitée donc avec son père. Et c'était bien pour elle, ça l'a marqué en tout cas. Exactement, ce genre de geste déjà, c'est d'ailleurs, nous remercions la CAF aussi d'avoir pensé à elle parce que c'était un geste spontané. Exact. Donc c'était vraiment formidable parce qu'on reçoit plus de 10 millions de vues sur le site de la CAF. Exactement, et c'était vraiment formidable. Nous remercions toutes les familles qui sont venues vraiment nombreux pour voir les matchs, même quand il s'agit d'autres stades. Exactement, d'autres stades où il n'y avait pas l'équipe nationale qui jouait. C'était pour réussir le CHAN. Merci à vous aussi au comité d'organisation, puisque vous avez là aussi fait appel à la famille, une famille à Nava. Vous l'avez retrouvée? Exactement, ils nous ont contactés, mais malheureusement, ils ne sont pas encore venus et j'espère qu'ils vont venir. Vous comptez les inviter? Oui, ils sont invités pour tous les matchs. Pour la finale? Pour la finale aussi, la demi-finale, c'est comme... Je résume juste aux téléspectateurs qui n'ont pas vu cette image. Et notre ami Jafar... C'était sous la pluie, à 2 degrés. À 2 degrés. Il faisait 2 degrés. La maman qui couvrait ses enfants. De la pluie, c'était vraiment... Ils sont restés pendant tout le match. Touchante. Donc le public était vraiment exceptionnel. Nos invités étaient impressionnés. Ils sont restés voir les 2 matchs parce qu'il y avait 2 matchs à Annaba. Et puis la pluie ne s'est pas s'arrêter du tout avec 2 degrés de température. C'était vraiment exceptionnel. Et ce qui a fait aussi, ce qui a donné, d'ailleurs les responsables de la CAF qui étaient présents, ils nous ont clairement dit qu'on serait vraiment gêné si l'Algérie n'accueillera pas la CAN 2025. Ça, on va en parler tout à l'heure, Rachid, avec vous, longuement justement sur cette candidature de l'Algérie. Et justement, l'Algérie qui a fait forte impression durant ce CHAN. Mais on reste avec le football action, 100% foot, avec, je le disais, cette demi-finale qui se présente pour l'équipe nationale face à l'équipe du Niger. Et cette fois-ci, ce sera au stade Miloud Hadfi d'Oran. Présentation de cette demi-finale avec Riyad Belkhedi. Toute la ville d'Oran attend avec impatience de vivre cet événement particulier au stade Miloud Hadfi d'Oran qui s'apprête à accueillir mardi prochain à partir de 17h la première rencontre officielle d'une sélection algérienne de football depuis son inauguration en juin 2022. Il est vrai que les sélections A et A' se sont déjà produites dans ce nouveau joyau du sport national dans le pays, mais il s'agissait de rencontres amicales, dont la toute première remonte à 2020, lorsque la sélection des A' s'était imposée largement face au Libéria, 5-1. À l'époque, l'entraîneur Majid Bouguera entamait un long processus de construction d'une équipe nationale composée exclusivement de joueurs locaux en prévision de cette CHAN 2022 qui se tient depuis le 13 janvier en Algérie. Après 4 sorties au nouveau stade Nelson Mandela, les protégés de Bouguera se sont déplacés à Oran pour affronter le Niger pour l'avant-dernière étape du tournoi africain. À Oran,
Tout le monde est impatient de voir évoluer et soutenir les Verts, qui feront pour la circonstance leur 3e apparition dans le stade Miloud Hadfi, où ils ont déjà joué en octobre dernier, souvenez-vous, une 2e joute amicale face au Soudan, victoire à l'époque 2-0. Après avoir franchi la forteresse ivoirienne dans le tournoi, nos locaux trouveront en demi-finale les surprenants Nigériens. Le MENA vendra cher sa peau en tentant de nous barrer la route vers la finale au temple de Berké. La sélection du Niger a créé la surprise de ce CHAN des joueurs locaux après avoir passé l'écueil du Ghana. Les Black Stars, battus 2-0 au stade Miloud Hadfi, ils ont donc fait signer au Niger une qualification historique au dernier carré de la compétition. Une équipe nigérienne avec un football direct, très séduisante. Elle sera redoutable et difficile à battre. Mais à ce stade de la compétition, il ne reste aucun calcul possible. Le système défensif de Bougui, même s'il n'est pas très séduisant à regarder, il sera mis à rude épreuve devant les Nigérians. Mais peu importe la manière, seule la victoire sera belle. Seule la victoire comptera, en tout cas pour l'équipe nationale qui aspire à jouer cette finale en Algérie. Monsieur Ammar Azouz, sur cette demi-finale, on peut dire inédite là aussi, puisqu'on s'attendait plus à une qualification du Ghana, mais au final, cette équipe du Niger qui n'a pas démérité en tout cas et qui mérite amplement sa qualification pour les demi-finales. Bien heureux pour nous que le Ghana soit des... Vous pensez que c'est mieux d'affronter le Niger que le Ghana? Je pense, personnellement, parce que tout le monde connaît le Ghana. C'est un pays de football qui a produit des joueurs de grande classe. Donc, il y a des traditions footballistiques évidentes au Ghana, ce qui n'est pas le cas du Niger. Mais il faut faire attention. Malgré tout, c'est un match à enjeu. Notre équipe nationale doit être vigilante, doit rester vigilante. Et cette équipe du Niger jouera sans pression, puisque... Je pense que c'est tout bénef pour les... Ils ont atteint largement leurs objectifs. Effectivement, sur ce match, Abdelnour, l'avis du technicien, vous avez suivi le match du Niger face au Ghana. Parlez-nous de cette équipe nigériane. Tout d'abord, ils sont impressionnants physiquement. Ils ont 3 ou 4 joueurs qui ont un gabarit, un très grand gabarit. Et puis physiquement, pratiquement, ils sont très puissants. C'est vrai qu'ils n'ont pas un très beau football. Moi, je pense que ça va être... Si jamais on reste bien en place, parce qu'ils ont quand même quelques défauts, surtout au niveau c'est vrai qu'ils ont une tour centrale qui essaie de... Mais si jamais on joue notre jeu, surtout avec un Mziane qui arrive à trouver les espaces, à s'infiltrer, on peut faire mal. Mais le plus important, bien sûr, ça va être la qualification. Mais c'est une équipe qu'il va falloir... prendre non seulement au sérieux, respecter bien évidemment. Il ne faut pas oublier que le Niger est un pays frontalier à l'Algérie également. C'est un derby, là aussi. Un derby du Sud. Voilà, derby du Sud. Voilà, plus du Sud. Mais on est en train de voir un football nigérien qui est en nette progression. Et ce n'est pas étonnant de le voir en demi-finale à travers les matchs qu'ils ont joués. Et cette équipe du Niger, on les connaît très bien. Majid Bougara, après le match, nous disait, entre le Ghana et le Niger, on les connaît tous les deux, puisque le Ghana, on les a affrontés avant le tournoi. C'était le dernier match, le 6, pour l'inauguration du stade, le premier match au stade de Nelson Mandela. Il y avait 0 partout. Mais le Niger, on les a affrontés en amical récemment. Là aussi, Ahmed Laharibi, est-ce que vous pensez que face à cette équipe du Niger, est-ce qu'il est, pour Majid Bougara, vous pensez qu'il va maintenir le même dispositif tactique, à savoir le 3-5-2? Est-ce que vous pensez que Majid va tenter un coup de poker en revenant plutôt à ce 4-3-3 du début du tournoi? Comment Moi, je pense, il me semble, par expérience, je dirais qu'il ne va pas chambouler d'abord son 3-5-2 parce que ça réussit. Il y a une assise défensive. Et puis, ce qu'il faut retenir par rapport à cette équipe du Niger, c'est une équipe qui n'est pas là par hasard. Elle a éliminé le Cameroun, elle a aussi éliminé le Ghana. Et puis, quand on les voit jouer, ils jouent un football direct. Ils auraient pu gagner avec un score large, tout à fait, ce match face au Ghana. Et indépendamment de l'engagement physique qu'ils ont, ils ont cette capacité, cette faculté de jouer tous les ballons, soit au sol, soit aérien. Ça, c'est important pour nous. Et puis, si on arrive à reproduire le même match qu'on a fait contre la Côte d'Ivoire, à savoir sur le plan de la discipline tactique, sur le plan de la rigueur,
sur le plan d'animation et sur le plan de la patience. Il n'y a pas de souci, on va passer, Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas, aujourd'hui, ces images nous viennent de la séance d'entraînement de cet après-midi à 17h au Centre technique national de Sidi Moussa. L'équipe nationale se rendra à Oran demain matin. Voilà, avec un vol spécial pour la ville d'Oran. Il y aura Majid Bougala qui effectuera il passera par une conférence de presse à partir de 12h30. En tout cas, les joueurs s'entraînent assidûment et sont prêts pour cette partie. On va écouter justement Ayoub Abdelawi qui s'est exprimé au micro de Sarah Derbel, justement, lors de la zone mix organisée cet après-midi, qui nous parle justement de ce match face au Niger, et le fait de jouer au stade Miloud Hatfi d'Oran. On est très content de la qualification. On l'a déjà dit après le match, c'était un match difficile, on a beaucoup souffert. Mais voilà, alhamdoulilah, l'essentiel a été fait. On a savouré notre qualification et depuis déjà hier, on se reconcentre sur cette demi-finale face à cette équipe de Niger. Une surprise peut-être, mais on les a vus un peu en vidéo, on a vu le match qu'ils ont fait hier. C'est une équipe costaud, il faut les prendre au sérieux. Donc ça va être un match difficile, c'est une demi-finale de la CHAN, donc c'est un match difficile. Et comme je le dis à chaque fois, nous, la CHAN se joue ici en Algérie. Notre objectif, c'est d'aller en finale, Inch'Allah. Et c'est une bonne chose de jouer comme ça dans plusieurs régions en Algérie. Ça nous fait plaisir d'aller à Oran. Sûrement, on va avoir du monde. Le stade, Inch'Allah, il va être plein. Le plus important, c'est qu'ils seront là, derrière nous, à nous encourager. Parce que comme je l'ai dit, c'est un match difficile, donc on a besoin de ce public-là. Le Oranais, Inch'Allah, il va être présent, il va nous soutenir jusqu'au bout, Inch'Allah. C'est vrai que le public, Rachid, Oranais, il n'était pas très très nombreux en tout cas. Non, mais ils étaient présents quand même, parce que la capacité du stade, c'est 40 000 places. On avait atteint les 17 000 ce qui n'est pas rien. Il ne s'agit pas de l'équipe nationale. Et puis pour le match, d'ailleurs, il est en train de demander au public d'être présent. On a ouvert la vente des billets à midi. À 18h, on n'avait plus de billets disponibles. Donc le public sera là. Il sera nombreux. Exactement, un stade Jean-Chez Comble. Et c'est bien de changer parfois de stade. On était à Nelson Mandela, partir du côté de Miloud Hatfi, s'imprégner de l'ambiance oranaise là aussi. Exactement. On compte beaucoup aussi sur le public oranais pour aider notre équipe nationale comme ils l'ont fait lors des Jeux méditerranéens et aussi lors de la Coupe d'Arabie 17. Inch'Allah, ils seront présents et ils vont bien représenter l'Algérie et aussi la ville d'Or. Très très bien. On va écouter à présent Salah Beyaboud, le chargé de communication de la fédération, chef média de la FAF notamment, qui nous fait le point là aussi sur les dernières préparatifs de cette équipe nationale et nous parle justement de la disponibilité de tout le groupe pour ce match face au Niger, hormis évidemment le gardien Gendous suspendu. Pour l'instant, vous venez d'assister à l'avant-dernière séance d'entraînement avant le match contre le Niger ici, notamment à Sidi Moussa. Tout l'effectif est présent, y compris les joueurs qui étaient un peu en dehors du groupe, notamment le défenseur Deheli qui a repris. Voilà, tout le groupe est à la disposition du staff technique, mis à part le gardien Gendous qui est suspendu pour ce match de demi-finale, mais sinon le reste des joueurs sont présents et tout le monde est impliqué à l'entraînement, y compris les joueurs qui n'ont pas joué du tout, ceux qui ont joué peu. Donc tout le monde est impliqué, tout le monde est mobilisé, tout le monde est prêt à prendre sa place pour ce match contre le Niger. C'est vrai que quelque part, ils auraient aimé peut-être jouer encore au stade Nelson Mandela parce qu'ils ont eu leurs repères, ils ont déjà vécu là-bas, une histoire, 4 matchs gagnés, ils n'ont pas encaissé de but. Mais en même temps, il y a cette envie de donner du plaisir à d'autres publics et d'aller à Oran, un stade qu'ils connaissent déjà puisqu'ils ont joué là-bas le Soudan. Et puis il faut rappeler que l'aventure de l'équipe nationale A' a débuté dans ce stade en juin 2021
avec une large victoire contre le Libéria. Donc c'est avec un réel plaisir que tout le monde va à Oran et même le sélectionneur a donné rendez-vous au grand public algérien, je dirais, parce qu'il n'y aura pas que les Oranais, puisque beaucoup de supporters viendront de toute l'Algérie pour soutenir l'équipe nationale qui est, disons, à un match de la finale. Justement, c'est bien ce qu'il dit, Salah Beaboud, sur justement ce changement de domiciliation. Si Ayoub Abdelawi et d'autres joueurs pensent que c'est une bonne chose d'aller justement à Oran ou changer de stade histoire de se rapprocher des supporters un peu partout en Algérie, et lui, je pense que Majid Bouguera partagerait son opinion. Il dit que ça aurait été mieux pour l'Algérie de rester au stade, par exemple, Nelson Mandela. Après, on parle évidemment de... C'est le calendrier qui veut que l'équipe nationale se déplace à Oran. Est-ce que vous pensez que c'est bien que l'équipe nationale ait cette possibilité de changer un petit peu le stade après 4 matchs au stade de Nelson Mandela, partir à Oran et pourquoi pas revenir à Barraqi pour la finale? Oui, je trouve que c'était une très très bonne idée parce que ça va donner... Changer d'air un petit peu, quitter Sidi Moussa... Changer de décor. Puis ils ont déjà évolué sur ce stade contre le Soudan. On avait gagné à l'époque 2-0. Et puis je sais très très bien qu'au fond des joueurs, ils aiment aller à Oran. Mais on ne perd pas ses repères quand on est joueur? Non, non. Je ne pense pas. Un terrain, c'est un terrain. Maintenant que les joueurs sont en état d'alerte, parce que tout à l'heure, Abdelawi, qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît la difficulté du match contre le Niger. Ça prouve que sur le plan psychologique, c'est des joueurs qui sont déjà en état d'alerte. Ça, c'est intéressant. Abdenor, justement, le Niger qui n'a pas bougé, est resté à Oran durant toute la... Voilà. Moi, je vais peut-être un peu contredire Ahmed. Vous savez, dans une compétition qui dure autant de jours, on est habitué, l'équipe est à Sidi Moussa depuis bien avant la compétition, il y a les habitudes, bon c'est vrai qu'ils vont prendre leur cuisinier, qu'ils vont essayer... Mais le sommeil, on est habitué à la chambre, on est habitué à l'oreiller, on est habitué à mille et une choses. Et puis bon, on est à Sidi Moussa, on n'est pas loin du stade, on a nos repères sur un stade. Ça fait quand même 4 matchs, 4 matchs qui jouent à domicile, on avait fait un match amical avant. Il y a quand même quelque chose qu'on a... On s'est habitué. On s'est habitué à ce genre au quotidien. On est sur place. Maintenant, aller à Oran, bon, c'est vrai, c'est toujours l'Algérie, c'est un très beau stade et tout, mais l'avantage du stade, il ne faut pas oublier que le Niger a joué... connaît très bien ce stade. Connaît très bien également. Même si, comme l'a souligné Salah Beaboud, le premier match de Majid Bouguera, c'était à stade Miloud Hadfi. Victoire 5-1 face à Olivieria. Ils partent demain et jouent après-demain. Donc il y a juste une journée d'adaptation. C'est pas évident. Le public d'Algérie. Il faut quand même qu'il donne satisfaction à ce public oranais qui attend, qui est là, avec un grand désir de voir son équipe. Dommage pour le public de l'Est qui méritait là aussi de voir. Inch'Allah, d'autres occasions dans le futur proche, Inch'Allah. On va parler là aussi d'une information importante. C'est la signature de Ahmed Khendoussi, qui n'est plus joueur de l'entente de Sétif. En tout cas, on ne sait pas si réellement il a signé son contrat avec l'Ali. En tout cas, il va s'engager avec l'Ali, ce qui est certain. Un montant du transfert 1 million d'euros, justement. Sur le cas Khendoussi, est-ce qu'après avoir signé au Ali du Caire, de facto, il ne devrait plus jouer avec l'équipe nationale le restant de ce CHAN? On va écouter Salah Beaboud avant de reposer la question à notre ami Rachid Oukali. D'abord, on est content pour le joueur d'avoir décroché un contrat. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs de cette compétition, c'est d'avoir cette exposition, cette possibilité d'avoir des contrats professionnels ou de partir en Europe ou dans un grand club en Afrique, notamment le Ali. Maintenant, pour sa présence, aujourd'hui, il est là, il est parmi nous. La Fédération algérienne de football a introduit une demande officielle auprès de la CAF pour que le joueur puisse rester avec le groupe et disputer au moins le prochain match et pourquoi pas, Inch'Allah, la finale. Donc on attend toujours la réponse de la CAF, bien que ce matin déjà on a eu un accord de principe par rapport à la présence du joueur qui pourra, Inch'Allah, jouer les 2 matchs pour défendre les couleurs nationales et ensuite il partira avec le sacre, Inch'Allah, et un bon moral pour embrasser une nouvelle carrière avec le Ali.
Chidoukali Kandoussi, bon, hier tard dans la nuit, il y a eu un communiqué du club de l'Ahli du Caire. Ils sont à remercier en tout cas, et qui disent qu'ils ont laissé le club à la disposition, le joueur plutôt à la disposition de l'équipe nationale. Mais au niveau réglementaire, parlez-nous un petit peu des procédures, puisque Salah Beaboud dit que la fédération a envoyé une demande officielle à la CAF. Exactement. Sachant qu'il y a des joueurs qui ont quitté ce CHAN parce qu'ils avaient signé ailleurs, hein, notamment du côté du Mali. Exactement, nous avons sollicité les responsables de la CAF, notamment le directeur des compétitions. Et hier, nous avons argumenté que le problème, c'est la date butoir, c'est le 31 janvier. Et en Égypte, c'est le 31, la date butoir. Non, je parle... Oui, non, pas en Égypte, pour la CAF. Pour la TMS, il va fermer le 31. Donc la CAF, ils ont arrêté la date du 31, alors que le tournoi est encore... Donc il est obligé de signer avant le 31. Donc on a argumenté ça, et ils étaient très compréhensifs. Donc ils nous ont rassuré qu'ils vont nous donner, ils vont nous envoyer l'exception par écrit. Ils vont le faire ça bien sûr pour l'ensemble des équipes participantes, des joueurs qui ont signé des contrats. D'ailleurs, l'intérêt de l'organisation de ce genre de tournoi, c'est aussi de promouvoir les joueurs qui puissent signer, à l'étranger, des contrats professionnels ailleurs à l'étranger. Donc on attend juste, c'est possible que j'ai déjà reçu, j'ai pas consulté ma boîte mail, mais a priori il peut continuer l'aventure. Et puis, ça serait dommage s'il va quitter. Dommage pour le joueur et pour Majid Bouguera, là aussi, parce qu'il reste une pièce maîtresse. Exactement, et surtout pour le joueur. Il va gagner quand même un trophée avec, Inch'Allah, avec l'équipe, le 4. Donc, c'est dans le bon sens. On espère que ça va se concrétiser. Très, très bien. À présent, donc, on parlait de cette ambiance qui règne actuellement du côté d'Oran. Et à J-2, donc à 48 heures de ce match face au Niger, vous le disiez si bien, les billets, il n'en reste plus pour les supporters en tout cas. Tous les billets pour ce stade, pour ce match plutôt, ont été achetés sur la plateforme Tête Kirati. Et justement, sur le plan de transport des supporters pour ce match, on va suivre le sujet qu'a réalisé pour nous notre ami Nordine Henni, qui est à Oran, qui nous fait le point justement, et c'est bien pour les supporters présents à Oran, dans en tout cas la région de l'Oranie, qui devront en tout cas se plier aux exigences du comité d'organisation pour évidemment mieux organiser cette partie. On l'écoute. Plutôt, on va le suivre. Oran El Bahia s'apprête à revivre les magnifiques moments des récents Jeux méditerranéens avec le déroulement de la demi-finale qui opposera mardi prochain les poulains de Majid Bouguera à une surprenante équipe du Niger. À 48 heures du match, c'est la ferveur et tout le monde attend avec impatience de voir le 11 national au stade Miloud Hadfi. Tous les tickets ont été écoulés, le stade va afficher complet et à cette occasion, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour organiser le déplacement des supporters algériens et nigériens d'Oran vers le magnifique stade. Une organisation qui se veut parfaite, comme nous l'explique M. Mustafa Slimani, membre de la commission du transport du CHAN. La commission de transport a deux catégories, celle des volontaires au nombre de 35 et celle des 60 conducteurs. La commission a choisi des points de départ tels que Hay Planteur, Hay Nord, Hay Sid El Bachir et bien d'autres. Et cela à la grande satisfaction des nombreux supporters. Cette excellente initiative du transport des supporters va permettre aux services de sécurité de leur faciliter la tâche. Je suis de Sidi Bachir et j'ai appris qu'il va y avoir des emplacements de bus pour notre déplacement vers le stade. Rien n'est laissé au hasard et après le stade Nelson Mandela de Baraki, le complexe Miloud Hadfi, à son tour, va vibrer pour les Fennecs. Et tout le monde souhaite la victoire et le retour à Alger pour la finale.
On souhaite évidemment la victoire pour cette équipe nationale, qui a fait forte impression, en tout cas depuis l'entame de la saison. Certes, on le disait, peut-être il n'y a pas le beau jeu, mais en tout cas Majid Bouguerra l'a expliqué, ce n'est pas le Barça. Il ne faut pas s'attendre là aussi à des miracles, mais l'essentiel est là, avec 4 victoires sur les 4 matchs disputés, 4 buts inscrits et surtout pas de buts encaissés, ce qui reste une belle performance, notamment pour un tel tournoi. On va suivre justement le sujet qu'a réalisé pour nous notre ami Fatah Abada, qui nous détaille justement le parcours des Verts depuis le début de ce CHAN. Voilà, c'est fait. Les Fennecs sont en demi-finale du CHAN. Après une partie ô combien difficile face à des éléphants ivoiriens pétris de qualité et qui ont donné du fil à retordre à notre 11 national durant près de 100 minutes, même si paradoxalement ce match fut celui où les protégés du coach Majid Bouguerra ont eu les meilleures statistiques. Revenons justement à ces statistiques, mais pour l'ensemble du parcours de notre sélection nationale. Il apparaît d'ores et déjà que les coéquipiers du capitaine Abdellaoui possède la meilleure assise défensive de ce tournoi, avec 0 but encaissé en 4 rencontres et de surcroît avec le meilleur keeper du premier tour, distinction obtenue par Alexis Guendouzi, même si le carton rouge reçu lors du match face à la Côte d'Ivoire, jugé d'ailleurs sévère par les spécialistes, ne lui a pas permis de finir la partie. Son remplaçant circonstanciel, Chahel, a parfaitement tenu son rôle en gardant sa cage vierge. Mais tout n'a pas été rose pour notre sélection nationale. Ayman Mahious et consorts ont montré une certaine fébrilité à différents niveaux. 52 tirs en tout sur 4 rencontres et seulement 14 cadrés, ce qui semble maigre au vu du pourcentage de possession du ballon. En effet, hormis le second match de poule face à l'Éthiopie où les Fennecs ont été légèrement dominés, بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. La possession était pour nos capés, surtout lors du match face à la Côte d'Ivoire, où Zakaria Draoui et les Verts ont possédé le ballon les 2/3 du temps, 64%, ce qui n'est pas négligeable et surtout ce qui dénote de la qualité de nos sélectionnés. Ce qui le démontre encore plus, c'est le nombre de passes et surtout la qualité de précision de ces échanges. Sur 4 rencontres, les Verts ont échangé 1831 fois le cuir avec un taux de précision qui dépasse les 82%. Tout cela en ne commettant que 59 fautes sur l'ensemble des matchs disputés. Ce qui est un indice très révélateur de la qualité technique de nos joueurs. Sur le plan fair play, les Fennecs restent dans les normes et ne sont pas du tout à blâmer. Les 6 cartons jaunes et le carton rouge pourraient s'expliquer par la pression des rencontres jouées pour la première fois devant un public record totalement acquis à leur cause. Même si c'est une bonne chose en soi, mais ça reste quand même une arme à double tranchant. D'un côté, l'envie de donner du plaisir aux fans et de l'autre, la peur de mal faire. Mais en tout état de cause, les Fennecs entameront le match des demi-finales avec des statistiques plutôt positives, ce qui les galvanisera certainement pour essayer d'aller jusqu'au bout et remporter ce trophée pour leur 2e participation de l'histoire. Parcours donc détaillé par Fatah Abada qui revient justement sur les matchs de l'équipe nationale. On va dire, Abdel Kawa, on le disait déjà tout à l'heure, que le plus important dans un tel tournoi, c'est de gagner et pas de bien jouer au final. L'idéal, ça serait d'avoir les deux, de faire du beau jeu et de gagner. Mais le plus important, c'est de passer des caps à chaque fois. Là, nous sommes en demi-finale, donc on vient de faire la même chose qu'en 2011, puisqu'on avait été demi-finaliste contre la Tunisie. Malheureusement, on avait perdu au pénalty. J'espère que cette fois-ci, on pourra battre le Niger, aller en finale. Moi, je pense que la coupe restera à Alger. Inch'Allah. Justement, M. Ammar Azzouz, est-ce que pour la réussite aussi du CHAN, on va dire pour la réussite globale et totale, justement, c'est bien que le pays organisateur, l'équipe du pays organisateur passe notamment jusqu'en finale. Je gagne même le travail, comme c'était le cas en 90. C'était le cas en 90. Nous étions, disons, nous étions proposés pour la victoire finale. Bon, ça a été très difficile. Surtout, on a eu des demi-finales très difficiles avec le Sénégal. Je me rappelle, je viens de vous conter un peu ma propre aventure. Mais les gens ont cru en nous, et nous, on croyait en nous-mêmes. Que ça. Surtout le staff technique. Ah, il était optimiste, un optimisme béant. Et c'est bien d'être optimiste, en tout cas. Kermali a été vraiment l'homme qui respirait l'optimisme. Il était convaincu qu'on allait gagner. Évidemment, il a communiqué tout ça à l'entourage. Et ça, c'est principalement le joueur. Exact. Un chiffre en commun, c'était la 17e édition de la CAN. Et c'est la 7e édition du CHAN. Il y a le 7 qui revient. Il y a le 7 voilà, il y a le 7 qui revient. Évidemment, on a parlé de cette demi-finale Algérie-Niger. Il y a aussi une autre demi-finale qui opposera, je le disais, le Sénégal à l'autre surprise de ce championnat d'Afrique, à savoir le Madagascar. Est-ce qu'on peut parler de surprise, puisque le Madagascar, là, depuis quelques années, un travail colossal est fait. La CAN aussi. Oui. 2015, c'est ça. Non, la CAN 2019. Non, 19, c'est nous. Vous parlez de. Madagascar, ils ont gagné la CAN. La CAN
Non, pas de CAN, non. Il y a eu en 2021, l'année dernière, avec la CAN au Cameroun, ils avaient fait bonne figure. C'était leur première participation. Ils avaient pas encore, en tout cas, pas encore pour gagner. En tout cas, il y a un travail qui est fait en amont du côté du Madagascar. Il y a aussi le Niger, on en a parlé. Il y a la Mauritanie aussi qui font un travail énorme. On va suivre justement la présentation de cette demi-finale avec Sid Ahmed Bouraïb et on revient pour débattre de ce match. Le chemin pour le dernier carré n'a pas été de tout repos pour les deux équipes. Opposés à un gros morceau dès leur entrée en lice, la Côte d'Ivoire en l'occurrence, les Sénégalais arrivent à s'imposer sur la plus petite des marches. Lors de la deuxième journée, les Lions de la Teranga connaîtront à 10 une amère défaite face à l'Ouganda. Toujours premier, mais visant la victoire pour éviter toute surprise, les Sénégalais atomisent la RD Congo lors de la dernière journée et s'assurent la première place du groupe B. En quart, ils écartent la Mauritanie grâce à un but de Camara sur penalty. Vous devez bien le voir, on sort premier dans le groupe de la mort. Je pense que les gamins aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'on n'a pas joué comme on voulait, mais parfois il y a des matchs qui se gagnent comme ça. Premier CHAN est déjà un parcours très honorable pour les Malgaches. Logés dans le groupe C, ils entrent dans le tournoi de belle manière en empochant les 3 points de la victoire face au Ghana, avant de frapper fort face au Soudan et de l'emporter par 3-0. En tête du groupe, les Malgaches affrontent le Mozambique, deuxième du groupe A. Ils ne trouveront aucune difficulté à s'en défaire et s'imposent par 3-1. Au début, on était venu ici comme personne, mais là, maintenant, on était venu quelqu'un. Franchement, là, je ne crois pas de mes yeux. Et félicitations à mes joueurs. Grâce à eux qu'on arrive en demi-finale. 3 matchs, 8 buts marqués, 2 buts encaissés. Je ne sais pas quoi dire, donc je suis fier vraiment de mes joueurs. Ce mardi, une place en finale se jouera entre un favori pour le sacre et la sensation de ce CHAN 2022. Un match qui s'annonce ouvert à tous les pronostics. Voilà, on est en plein discussion, en tout cas sur le plateau. On parlait de la CAN 2025. Sur ce match, ce match qui oppose le Sénégal à cette équipe du Madagascar, Ahmed Lahribi, est-ce qu'on va dire que le Sénégal part favori, ou, suivant le parcours de cette équipe malgache, là aussi, elle fait forte impression? Oui, favori peut-être, mais sur le terrain, ça va être une autre vérité, parce qu'il y a une équipe en face, les Malgaches, qui aller voir jouer, c'est une équipe de copains. Il y a une certaine symbiose entre les joueurs. Et puis, quand on les voit, tout à l'heure, j'avais parlé avec Abdenour dans les coulisses, c'est une équipe qui a une transition rapide sur le plan offensif et défensif. Et puis, c'est des petits, sur le plan gabarit, ils sont petits, mais ils sont très vifs, ça joue très bien. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise. Mais attention, le Sénégal doit se méfier de cette équipe malgache, parce que au moindre fléchissement, cette équipe peut prendre le dessus. Et puis le Sénégal, ils ont 2 joueurs vraiment extraordinaires. Il y a le numéro 5, Camara Lemine, qui n'a que 21 ans. Et puis il y a le numéro 9, j'ai complètement oublié son nom. Il n'a que 19 ans. Ce sont 2 très bons joueurs. Camara Lemine, il a un jeu à la style de Pogba. Donc c'est un élément qui a une belle carrière dans le football. Abdenour, le football sénégalais respire la forme, devrais-je dire, avec cette CAN remportée l'année dernière par l'équipe d'Aliou Cissé et cette équipe de l'entraîneur Thiaw qui a atteint en tout cas pour l'instant les demi-finales. Le football sénégalais revit en tout cas. Une finale contre l'Algérie aussi. Oui, il y a eu en Égypte là aussi une finale en 2019 perdue. Absolument, on connaît le Sénégal, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le Sénégal a toujours eu de bons joueurs, mais ils avaient du mal à concrétiser tout cela avec de bons résultats. Il ne faut pas oublier qu'en 2002, ils avaient battu la France. Donc ça a été... Mais ils n'avaient rien gagné jusqu'à la CAN 2019. Le football sénégalais a commencé son développement, quand je parle de développement général,
avec Peter Schneidger, qui était un Allemand qui faisait partie de la FIFA, qui est un expert FIFA, qui a développé le football sénégalais. Et il y a eu ensuite Bruno Metsu qui avait pris cette équipe-là, qui avait réussi à faire une très bonne Coupe du Monde en 2002. Mais effectivement, là, ce qu'on est en train de voir, surtout ce Sénégal, je ne parle pas du Sénégal qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique, d'ailleurs on est en train de sentir que c'est à peu près le même style de jeu, bien qu'il n'ait pas la même expérience. Il y a une politique en tout cas. Il y a une politique qui est établie, et il ne faut pas oublier que c'est pour moi la plus jeune équipe qui participe à ce tournoi. Hein. Il y a des joueurs de 19 ans, 20 ans, 21 ans, je crois que la moyenne d'âge est de 23 ans. Donc ils sont en plein apprentissage, mais pour revenir un peu à Madagascar, c'est pas étonnant. On a vu le premier match, on s'est dit tiens, le deuxième match encore, le troisième match, et là, ils prouvent que c'est une très très bonne équipe. Très Ahmed, juste pour terminer, Ahmed a parlé un peu de la transition. Ce sont des joueurs qui sont très explosifs, donc, et puis qui n'arrêtent pas pendant 90 minutes, ils sont là. Donc c'est vrai que sur papier, le Sénégal est favori, mais attention à Madagascar. Effectivement, attention à la surprise. Place à présent au tableau de ces demi-finales. On est donc, c'est la dernière semaine, Rachid Oukali, avant la fin de ce CHAN. On s'est habitué à cette belle fête du football africain. Et évidemment, la finale prévue samedi prochain, qui a été décalée, en tout cas l'horaire a été décalé à 20h30. Voilà. Pourquoi ce changement? C'était une décision de la CAF, parce qu'il y aura aussi la cérémonie de clôture. Donc pour permettre à beaucoup de supporters de rejoindre le stade et de profiter de la finale. Très très bien. On va à présent, comme je le disais tout à l'heure au sommaire, le CHAN c'est déjà fini pour deux villes, à savoir Annaba et Constantine. Et ces deux villes ont vibré en tout cas au rythme du football africain. Un engouement sans précédent en tout cas pour une telle compétition dans ces deux villes de l'Est du pays, avec des supporters qui ont bravé le froid, on en parlait tout à l'heure, et la pluie, pour assister au match de ce CHAN, alors que l'Algérie, la sélection nationale, n'y participe pas, n'y était pas en tout cas dans ces deux stades. On va suivre le sujet de Smaïl Ben Qaïdia qui nous fait en tout cas le bilan et nous parle de l'organisation de ce CHAN dans ces deux villes, Annaba et Constantine. Après avoir accueilli le premier tour et une rencontre des quarts de finale durant le CHAN, les deux sites de Constantine et Annaba peuvent se targuer d'avoir honorablement accompli leur mission organisationnelle, tant il est vrai que la réussite était au rendez-vous à la fin de chaque rencontre. Il faut reconnaître que les deux villes n'ont pas lésiné sur les moyens pour être fin prêtes en mobilisant la logistique nécessaire pour hisser les infrastructures sportives à un niveau international, puisque les stades 19 mai 56 d'Annaba et Shahid Hamlaoui de Constantine ont fait peau neuve pour la circonstance et ont réussi à faire l'unanimité tant au niveau des membres de la CAF qu'au niveau des équipes ayant joué leur match dans les deux villes. L'autre grande réussite, c'est la présence en masse du public lors des rencontres, puisque les spectateurs se comptaient en dizaines de milliers à chaque confrontation, suscitant l'admiration des équipes présentes, étonnés de voir autant de monde alors que l'équipe nationale algérienne n'était pas sur le terrain. Étant un facteur très important, le public, par sa présence massive, a grandement contribué au succès de cette compétition continentale. À cela, il faut également ajouter l'aspect touristique et culturel qui a ébahi les visiteurs de Constantine et d'Annaba, qui ont fait honneur à leur réputation de ville historique et accueillante. Quant aux infrastructures hôtelières, elles étaient aux normes mondiales pour que les délégations soient dans les meilleures conditions d'hébergement durant leur séjour. Le satisfecit est amplement justifié pour Constantine et Annaba, qui ont été retenus par la Confédération africaine de football pour abriter les rencontres de la prochaine CAN des U17 au mois d'avril prochain, confirmant si besoin est que tout est favorable pour accueillir la CAN 2025 en Algérie.
C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Et Rachid Oukali m'a corrigé en tout cas à juste titre lorsque j'ai dit que c'est déjà terminé pour Annaba et Constantine par rapport au Chan. Il reste toujours les fan zones qui vont être. Exactement. Disons que il n'y aura plus de matchs, mais il y a des activités. Mais d'ailleurs, c'est pareil pour les 58 wilayas. Tout le monde. C'est vrai que tout le monde. On ne peut pas organiser 2 matchs partout, pendant toutes les wilayas. Exactement. Et puis, il y a les fan zones aussi au niveau des 4 villes. Donc, on a 2 fan zones dans chaque ville qui abrite le tournoi ou bien qui ont abrité, que ce soit Constantine ou bien Annaba. Et puis, on pense aussi, Inch'Allah, si bien sûr c'est ce qu'on souhaite, si on aura l'équipe nationale en finale, on va essayer de diffuser la finale sur les écrans géants des stades pour avoir aussi un public pour suivre. Je me rappelle en 2019 lorsque l'Algérie affrontait le Sénégal en finale de la CAN 2019, le stade du 16 juillet était archi-comble. Ouais. C'est comme si le match se déroulait au stade olympique. Même lors de la qualification, vous parlez de Tchaker, match Cameroun. Ah oui, c'est vrai, il y avait du monde. Il y avait plus du monde au 5 juillet qu'à Tchaker. Puisque le stade du Tchaker, la capacité du stade, effectivement. Je rappelle donc M. Amarazouz qui est avec nous aujourd'hui, et c'est tout à l'honneur du comité d'organisation du Chan qui vous a invité aujourd'hui, qui a tenu à vous rendre hommage en tout cas. Pourquoi ? Parce que, je le disais, vous étiez le président du comité d'organisation de la CAN de 1990. Voilà. Donc le COCAN, alors on a le COCAN et le COCHAN aujourd'hui présents avec nous. Déjà sur cet hommage rendu par Rachid Oukali et ses complices, évidemment l'équipe média aussi du COCHAN qui fait un excellent travail. Il faut reconnaître le travail réalisé par toutes vos équipes et effectivement. Un mot sur cette conférence de presse, cette invitation en tout cas à visiter le stade Barraqi aujourd'hui. C'était vraiment une initiative heureuse qui nous a beaucoup émus, à moi-même et le secrétaire général du COCAN ainsi que un des principaux présidents de commission du COCAN, M. Bendamash. Et voilà, Bendamash qui était là aussi à cette conférence. Nous avons senti que vraiment notre pays se portait bien. Je dis notre pays, parce qu'à travers le football, quand le football marche bien, il faut croire aussi qu'ailleurs ça ne peut que bien marcher. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est ce magnifique stade qui a été réalisé par notre pays et qui est vraiment digne des arènes étrangères les plus... Vous avez visité le stade? Oui, j'ai visité. Tout est parfait. Conçu d'une façon rationnelle, scientifique. Rien n'a été laissé au hasard. Et c'est vraiment un sujet de fierté que de voir de telles réalisations. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée et qu'on aura encore l'occasion d'abriter d'autres compétitions importantes et pourquoi pas la Coupe du Monde dans quelques temps. Inch'Allah, pourquoi pas. Et pour les jeunes générations, moi-même j'étais à ce moment-là en 90, j'avais que 4 ans, donc à un moment donné je pense que j'ai vibré pour la victoire de l'équipe nationale, mais j'ai pas de souvenir en tout cas à ce moment-là. Parlez-nous des conditions à ce moment-là dans lesquelles vous avez travaillé pour faire réussir cette CAN à ce moment-là. Il n'y avait pas assez de moyens financiers notamment. Pas du tout. Nous étions dans une période où l'Algérie traversait une crise économique assez aiguë. Les moyens étaient relativement faibles, mais il y avait quand même de l'enthousiasme, de la motivation, ce qui nous a permis de surmonter pas mal d'obstacles. Également le fait que la commission préparatoire, c'était pas une commission composée de représentants. C'était une commission, c'était un organe composé de gens qui étaient dans l'action, qui avaient un rayonnement, qui avaient un réseau de relations, grâce auquel on a pu quand même, du moins, arriver. Il y avait l'action plus que la parole. Voilà, l'action plus que la parole, la représentation. C'est ça. Alors, ce qui est terrible, c'est ça, c'est quand on vient là pour représenter quelque chose. Posez-vous. Là, et puis on travaillait en osmose, on était une équipe très soudée. Et surtout, il faut le reconnaître ça. On avait une bonne équipe de football.
Ah oui, vous étiez aidé à ce moment-là. Il y avait Madjer, il y avait Saïb, il y avait... C'est vrai que c'était une génération dorée, là aussi, en 1900. Plus des entraîneurs aussi, parce qu'on avait 4. On a joué collectif. C'est ça. Moi-même, j'ai tenu à ce qu'il y ait une multiplicité, disons, plusieurs... Un effort conjugué entre toutes les personnes. C'est tout à fait normal. Quand quelqu'un fait une erreur, on le corrige. Mais quand on est seul, on peut ne pas... Et à ce moment-là, je souligne, en tout cas, à ce moment-là, la CAF n'était pas très engagée, en tout cas, pour l'organisation des compétitions africaines à ce moment-là. Pas comme cette fois-ci avec les exigences, les cahiers de charges de la CAF qui accompagnent, qui surveillent, qui visitent le pays quasiment chaque 2-3 mois. Exactement, c'est déjà pour l'image de la CAF et aussi c'est important pour l'image du pays organisateur aussi. Parce que élever la barre des exigences, ça nous aussi c'est pas. Rachid, je vais vous poser la question clairement. Je bascule Azouz vers Rachid. À un moment donné, bon, moi au fond de moi, j'étais persuadé que l'Algérie allait réussir ce pari-là d'organiser le CHAN, mais il y avait des personnes qui étaient sceptiques, notamment il y a 6-7 mois de cela, lorsqu'il y avait du retard du côté du stade de Annaba, Constantine, le stade Berraqi là aussi. On peinait par rapport à la réception de ce beau joyau, en tout cas de Berraqi. Comment avez-vous pu justement relever le défi ? Exactement, c'est grâce aussi, d'ailleurs, il parlait de moyens, c'est vrai que c'était difficile pour eux, on est plus chanceux, nous, parce qu'on avait le soutien de l'État, l'État a mis tous les moyens, et nous sommes en bonne santé financière. Vous pouvez confirmer que l'État a tout mis les moyens. Exactement, nous n'avons pas eu de limite, disons même, nous remercions tous ceux qui ont travaillé, d'ailleurs même, il y avait, lors de notre première visite, parce que quand on savait que la CAF allait venir, en première visite ici à Alger. Donc on a décidé de sortir en précurseur pour voir l'état des stades et puis on a trouvé des stades qui étaient pratiquement fermés. Donc que ce soit à Annaba, Constantine, même Berraqi, si on revient au mois de mars, parce que la première visite c'était en début avril, c'était vraiment inquiétant. D'ailleurs, heureusement que les responsables de la CAF qui ont venu à l'époque, notamment le président de la commission du CHAN, M. Saïdou, c'est l'un des vice-présidents, qu'on remercie, il nous a vraiment beaucoup aidé, et aussi le responsable des compétitions à l'époque, Khaled Nassar, qui a accompagné M. Saïdou. C'était vraiment inquiétant pour eux parce qu'on a trouvé des projets de stade, donc des projets de rénovation, donc il y avait uniquement le stade d'Oran qui était prêt. Donc c'était inquiétant. Mais ce qu'ils ont vu, ce qui les a rassurés, c'était l'engagement de l'État. On a été reçus partout où on allait. C'est une garantie très très importante. On a été reçus par les Wali, on a été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, même le Premier ministre nous a reçus. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu. Exactement. Le président de la CAF. Lors de la deuxième visite, le président de la République a reçu le président de la CAF et le secrétaire général. Et ce n'est pas rien. Et ça, c'est important. Donc ils ont senti qu'il y a une volonté de l'État et c'est vrai, ils étaient plus inquiets pour Annaba. Mais finalement, au final, Annaba, ça a été. Finalement, Annaba, le public. D'ailleurs, c'était le stade qui était prêt en premier. Au final. Et puis, c'était vraiment magique à Annaba. Tout le monde a adoré la ville de Annaba et toutes les autres villes. D'ailleurs, avant-hier à Constantine, on avait un stade archi-comble. Il y avait une ambiance vraiment formidable. Donc, et partout ailleurs, au stade Berraqi, en voyant exactement. Même le stade d'Oran, c'est vrai, peut-être le fait qu'ils ont organisé beaucoup d'événements cette année. Donc, ils étaient gâtés. Ils étaient gâtés, c'est ça. Mais justement, quand même, on avait... Rachid, pour la réussite d'un tel événement, évidemment, il faut l'aide de tous, en tout cas de tout le monde, et notamment la présence des bénévoles. Du public. Et ça, c'est important et c'est bien de souligner leur travail. On suit ce reportage réalisé par Riyad Belkhadim. Vous vous demandez peut-être qui sont ces jeunes porteurs de drapeaux géants dans les cérémonies d'avant-match de chaque rencontre du CHAN. Ces bénévoles sont des jeunes venant des quartiers des communes avoisinantes au stade Nelson Mandela. Ces jeunes participent dans l'organisation de l'événement à leur manière.
Nous nous sommes réunis en tant que groupe de jeunes de Barraqi, Sidi Moussa, Ouadsmar pour réussir cette fête du football. Nous sommes en charge du déploiement des drapeaux de la CAF sur le stade pour donner une bonne image africaine et internationale. Je lance un appel aux supporters afin de laisser ce stade propre et ne pas le détériorer et ne pas siffler les hymnes des autres nations. Ils nous ont donné des badges, nous les en remercions. Nous sommes entrés ici pour honorer l'Algérie et nous espérons organiser la CAN 2025 et nous ferons la joie de tous. Une jeunesse qui a démontré sa capacité à assumer cette responsabilité dans l'organisation ainsi que la participation du 12e homme, le public, dans cet événement continental. Moi-même, j'ai emmené au stade ma famille. J'ai vu lors du premier match d'ouverture l'excellente organisation. J'ai décidé de ramener ma famille. Nous sommes venus de la ville de Ras El-Oued, wilaya de Borj Bouarelish, pour encourager l'équipe nationale. C'est la deuxième fois, c'était super. Nous sommes venus de Tiaret pour être avec l'équipe nationale. C'est la première fois que nous rentrons dans ce stade. Il est sublime. Le Chan algérien 2022 restera très certainement celui qui a engendré le plus grand engouement populaire. On a entendu des bénévoles. On a plus de 1000 bénévoles au niveau des 4 villes, donc on a à peu près plus de 250 par site, c'est ça. Et puis les bénévoles, il n'y a pas que les porteurs de drapeaux. À souligner qu'on a 21 commissions, parce qu'il y a la commission IT, il y a la commission médias, il y a la commission marketing. Donc on a des équipes qui travaillent au niveau des commissions, sous la coupe des responsables de commission. Et puis c'est des jeunes universitaires aussi, chacun dans son domaine, vraiment qui sont à C'est bien de revoir ce travail, ce bénévolat. Peut-être ça va inciter ces jeunes et d'autres justement à s'investir aussi dans leur quartier, à faire du bénévolat, et justement la société civile doit s'investir davantage, notamment dans la vie quotidienne, en tout cas des Algériens, des citoyens. Moi, je voudrais revenir sur le jeune a fait une déclaration sur ce VTR qui disait que voilà, il appelait le public à ne pas siffler les hymnes nationaux. Et moi, je pense, d'après ce que j'ai vu, vous pouvez me confirmer, Rachid, que pour ce Chan, on a respecté les hymnes nationaux, justement, des équipes participantes. Il n'y a pas eu la mauvaise habitude qu'on avait par le passé. Exactement. Et ça, c'est bien, en tout cas. Exactement, on a changé beaucoup d'habitudes. D'ailleurs, ça fait plaisir. Donc, de voir un deuxième jeune, il est venu la première fois, il a vu que c'est un espace approprié pour ramener sa famille, il a ramené sa famille, et c'était le cas de tout le monde, parce que... On m'a dit à Constantine que c'était la première fois que des familles se déplaçaient au stade. Exactement, parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai, en match de championnat, on a un peu l'enjeu, donc on est habitué à des jeunes, il y a aussi... Mais c'est une occasion, on a vu plein de familles, d'ailleurs il y avait plus de familles que de jeunes dans nos stades. Rachid, justement, vous étiez et vous êtes au plus près des plus hauts responsables de la CAF. Sincèrement, bon, on les a écoutés, certes, mais vous pensez sincèrement qu'ils étaient émerveillés par ce qu'ils ont vu en Algérie et qu'ils étaient justement surpris de voir toutes ces belles images? Exactement. D'ailleurs, le secrétaire général de la CAF et aussi les vice-présidents nous ont dit que c'est vrai, on voyait que ça allait bien se passer, mais c'est au-delà de nos exigences. Donc, on ne pouvait pas espérer mieux. Donc, et puis même cette édition du Chan a porté bonheur aussi pour la CAF parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. On m'a dit qu'il y a eu une rentrée d'argent historique exceptionnelle. Exactement exceptionnelle. D'ailleurs, on peut même dire que lors des 6 éditions précédentes, la CAF était déficitaire sur ce tournoi. Mais d'ailleurs, je les remercie d'avoir gardé ce tournoi. Ce sera 2 millions de dollars pour le vainqueur. Exactement. D'ailleurs, ils ont augmenté les primes pour le vainqueur et aussi les équipes participantes. Rapidement, on n'a plus le temps, Rachid Oukali, sur la cérémonie de clôture. Où est le programme? Non, on aura, Inch'Allah, une belle cérémonie de clôture. Je préfère. Bon, c'est
C'est pas la même chose comme la cérémonie d'ouverture, bien sûr, parce que c'est disons que c'est un gala pour la clôture de l'événement. Mais Inch'Allah, il y aura beaucoup de surprises. Dernière question, vous vous êtes précipité un petit peu en annonçant que le match de la 3e place allait se tenir à Annaba, mais au final la CAF n'a pas donné son... Non, au contraire, la CAF nous a donné son accord. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que... c'est un problème technique et logistique parce qu'on doit garder toutes les équipes. C'est en fait le secrétaire général, d'ailleurs, il a même informé le Wali de Annaba et même celui d'Oran, malgré qu'il n'était pas vraiment content. J'imagine. Le Wali d'Oran, mais finalement, le match de classement revient. Voilà, en tout cas, les Oranais vont pouvoir profiter et des matchs du match de l'équipe nationale prévu ce mardi et aussi le match de la 3e place. Merci à Rachid Doukali. J'espère vous revoir après le CHAN pour un débrief en tout cas plus complet sur cette compétition et justement ce CHAN. La réussite de ce CHAN va permettre à l'Algérie, Inch'Allah, pourquoi pas, de remporter l'organisation de la prochaine CAN. Merci Rachid. Inch'Allah, merci à vous. Et Inch'Allah, on va terminer aussi en apothéose et on compte beaucoup sur le public pour continuer jusqu'à la finale. Merci Rachid. Merci M. Azouz d'être venu. J'espère qu'on va relever le défi en bien organisant le. Inch'Allah, pourquoi pas, comme vous l'avez dit, la CAN 2025 et pourquoi pas la Coupe du Monde d'ici quelques années. C'est la CAN le 29 avril 2017. Voilà, très bien. Pour la Coupe du Monde, je souhaiterais, j'appelle de mes voeux, disons que les 3 pays maghrébins s'unissent. Redeviennent une famille comme ils devraient l'être. Inch'Allah. Merci Ahmed Laribi. Au niveau maghrébin. Merci à vous. J'ai trouvé l'émission très enrichissante. J'ai envie de dire une chose sur la sélection algérienne. Arrêtons de dire n'importe quoi. C'est une équipe qui avance sûrement et sûrement. L'histoire, en parlant de beaux jeux, l'histoire ne retient que celui qui gagne, pas celui qui joue bien. Très bien, merci là aussi Abdelnour. Merci à toute l'équipe technique, en tout cas aux journalistes pour l'effort qu'ils ont contribué pour la réussite de ce numéro. Merci au réalisateur Mohamed Boulis, justement, Hanan Belkhiri au script, Mokhtar Hamani et toute l'équipe, en tout cas de la régie je vous dis à dimanche prochain et j'espère dimanche prochain sur ce plateau voir la coupe, pourquoi pas, la coupe de ce championnat d'Afrique. Ciao.